Bonjour et bienvenue dans Indépendance financière. Aujourd'hui, on va voir comment transformer un investissement locatif de 6% en un projet à 15% net. Alors pourquoi je vous parle de ce projet-là? C'est tout simple, il s'agit de mon premier locatif que j'ai fait en 2009. Ensuite, j'ai beaucoup investi avec ma femme, on a beaucoup investi dans les immeubles de rapport et dans les lots, et il s'avère que c'est le seul appartement dans une copro dans lequel on est investi. Maintenant, je voulais revenir sur ce projet tout simplement pour faire un bilan après 12 ans d'exploitation. Et pendant des années, en fait, je me suis dit, c'est pas forcément le locatif le plus rentable. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer avec ce projet? C'est très simple. Je vais vous montrer que même pour un projet qui n'est pas très rentable au départ, on est à entre 6 et 7% sur ce projet. À la fin, une fois qu'on a vendu, on arrive à des rendements qui sont à 15% et bien plus. L'objectif ici, c'est de vous montrer tout l'historique de ce bien avec le nombre de locataires qu'il a eu, les loyers que j'ai eu au final, la fiscalité, évidemment l'impôt sur la plus-value qu'il y a eu à la fin. Alors c'est parti. Alors si vous me connaissez et que vous me suivez sur YouTube, vous savez que j'ai passé pas mal de temps à l'étranger. On a fait un bref passage de 2 ans à Paris et ensuite on a été s'installer dans le Maine-et-Loire. Arrivé là-bas, évidemment, entre les prix de Sydney, de Hong Kong, de Paris, ça devenait quasiment impossible d'investir. Et arrivé dans le Maine-et-Loire, en fait, on commençait à avoir des choses très intéressantes. Donc j'ai pu trouver finalement des biens qui étaient à notre portée et qui nous permettaient de commencer à investir sereinement. Le premier bien que j'ai vu, l'un des premiers biens qui m'a tapé dans l'œil, c'est cet appartement qui est à Chemillé en Anjou, donc de 85 mètres carrés habitables, 3 pièces, donc 2 chambres, qui est juste pas très loin de Chalonnes, pas très loin d'Angers non plus, et à un prix de 69 000 €. Donc ça c'était fin 2008, ça c'est l'annonce que j'ai capturée à l'époque pour un bien donc, qui valait 69 000 € avec les frais d'agence. Donc évidemment, on a regardé les photos. C'était à l'époque une petite agence du Maine-et-Loire qui proposait ce bien. Et ce bien en fait était déjà loué avec finalement quelques belles prestations, beaucoup de surface. Donc ça c'est une annonce qui m'a tapé dans l'œil. Évidemment avec les photos c'est encore mieux. Donc là c'est les photos de l'agence. Et ça m'a permis de pouvoir me rendre compte plus rapidement si c'était intéressant ou pas. Donc ça, c'est les premières photos de l'agence qui nous ont permis de nous motiver pour aller visiter sur place et éventuellement faire une offre. Alors, une fois sur place, mauvaise surprise, le bien était vide, c'est-à-dire que le locataire avait été parti. Et donc c'est souvent un gros souci pour les investisseurs. Ils ont tendance à croire que si l'appartement est vide, c'est qu'il n'y a pas forcément de demande dans ces coins-là. Là, on était dans une petite ville de 900 habitants avec un grand appartement et des prestations plutôt vieillottes. Donc là, on voit le salon. On voit la cuisine qui est très basique, très simple. On voit qu'il n'y a aucun luminaire. Au sol, c'était une sorte de lino qui est plutôt de mauvaise qualité, avec, je dirais, des couleurs un petit peu criardes. Là, on voit qu'il n'y a pas de plainte, on voit que c'est très simple. Il y a même une petite frise. On voit aussi que les couleurs qui ont été choisies ne sont pas forcément les meilleures. Et le sol n'était pas exceptionnel. Et l'appartement était un petit peu moins bien que sur les photos. La salle de bain, c'était un défaut, une sorte de verrue. Pourquoi? Parce que c'était une sorte de plastique, tout était en plastique et avec des prestations, relativement basiques. Là, on a le couloir avec un sol qui était vert et des portes qui sont pas très belles avec des autocollants qui ont été mis dessus. On voit qu'il y a des petites traces au plafond ici. Il fallait juste vérifier que la toiture était bonne. Et enfin l'entrée, donc ça c'est l'entrée, donc c'est au rez-de-chaussée et tout l'appartement était à l'étage. Donc on voit que le rez-de-chaussée c'était très basique avec une sorte de peinture qui était un petit peu étrange avec des couleurs très flashy. Donc le vendeur à cette époque-là voulait vendre son bien 65 000 € net vendeur plus 4 000 € de frais d'agence
Avec les frais de notaire et de garantie, ça montait à 8 380 €, ce qui nous faisait un total d'investissement à plus de 77 000 €. Avec un loyer brut de 291 € qu'on ne pouvait pas augmenter, en fait, on avait un rendement brut à l'époque de 4,5%. La particularité de cet appartement, c'est qu'il était sous convention ANA. C'est-à-dire que le vendeur avait fait des travaux avec des subventions et il devait s'engager à louer cet appartement pendant au moins 9 ans. Donc l'acquéreur qui devait acheter cet appartement était forcément un investisseur. Donc avec un rendement si faible, il a fallu qu'on négocie. Ma proposition à l'époque, c'était la seule que j'ai faite, c'est 43 000 € au lieu de 65 000 €. Donc c'était un peu osé puisque ça faisait baisser le prix de 33%. Mais il y avait évidemment tout le reste qui découlait, c'est-à-dire que les frais d'agence au lieu de 4 000 sont tombés à 3 150, ça a été un peu négocié aussi. Les frais de notaire du fait de cette baisse n'étaient plus de 8 000 € mais de 5 610 €. Le total de l'investissement, lui, était à 51 760 €, donc une baisse de 33% par rapport à ce que souhaitait le vendeur. Et là, en fait, on avait un rendement brut qui n'était pas exceptionnel pour l'époque, qui était à 6,7%, mais on était sur un grand appartement avec du potentiel, en particulier du potentiel pour pouvoir le louer plus cher plus tard. Alors ici, évidemment, j'ai fait l'offre, cette offre a été acceptée par le vendeur et en fait on a mis directement en location. Comme c'était un loyer plafonné avec les conventions ANA, on ne pouvait pas dépasser un certain seuil en termes de loyer. Donc l'appartement a été loué à 4 locataires différents entre 2009 et 2020. Le premier loyer était de 298 €, la personne est restée 20 mois. Ensuite, il a été resté vide pendant 1 mois, le temps de trouver un nouveau locataire. Le locataire numéro 2 payait 300 €. On a pu augmenter légèrement le loyer avec l'indice IRL. Là, c'était loué pendant 23 mois. Ensuite, on a fait quelques travaux de sol qui ont duré plus de 2 mois. Et on a eu le troisième locataire, toujours à 300 €, loué pendant 31 mois. Et ensuite, en 2015, on a eu un locataire qui est resté pendant 56 mois, donc plus de 4 ans. Et là, le loyer, à ce moment-là, était à 330 €. Et enfin, donc à la fin juillet 2020, on a lancé les travaux de mise en vente. Donc c'était des travaux qui étaient destinés à améliorer la qualité du bien. Et ça nous a permis, en fait, de rendre un bien qui était quasi neuf, avec des prestations qui étaient bien meilleures que celles qui étaient avant. Donc la durée de location moyenne ici, on voit qu'elle est de 32 mois. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que fin 2015, en fait, on avait la possibilité de basculer sur des loyers déplafonnés. En fait, la convention ANA a été dénoncée et donc au bout de 9 ans, après 9 ans, en fait, on a la possibilité de remettre le loyer au prix du marché, c'est-à-dire autour de 450 €. Donc ça, on l'a pas fait tout simplement parce que le locataire était en place et qu'il est resté pendant toute cette durée. On a revendu ensuite en 2020 cet appartement. Donc là, c'était les photos de l'appartement avant et là, c'était pendant les travaux en 2020. Donc ça, c'était le salon avant les travaux. Après les travaux, on a changé la couleur, on a changé les sols, on a changé aussi les portes et les poignées, et évidemment les luminaires qui n'étaient pas vraiment très bien adaptés. Ça, c'est la partie cuisine avant et après. Donc là, en fait, on a vraiment fait un effort de décoration pour que, quelque part, ça soit vraiment un appartement où il n'y ait rien à faire. On voit qu'on a rajouté quelques meubles de cuisine, des meubles hauts, quelques meubles bas. On a rajouté aussi une plaque de cuisson moderne et on a pris un pari assez osé en termes de couleurs. On a changé aussi donc les plinthes, le sol, on a rajouté des rideaux et évidemment on a rajouté un radiateur moderne en céramique. Donc là c'est avant-après, ça fait vraiment une très grande différence. Là c'est la première chambre la plus petite qui était vraiment très simple avec une petite frise, etc. Donc là, on a tout repeint dans des tons un peu plus doux, un peu plus foncés aussi, avec le sol qui changeait, une plinthe
des rideaux, une applique qui est relativement intéressante. Et là, forcément, on avait beaucoup plus envie d'être dans cet appartement. La chambre 2, celle qui était plus grande, qui faisait à peu près 20-25 mètres carrés, ça c'est la photo avant. Et après, évidemment, on a décoré comme il se fallait. Là, la salle de bain, c'est ce qui a le plus changé. En fait, on avait un vieux lavabo avec une sorte de meuble miroir en plastique qui était vraiment très peu qualitatif. Et surtout, on avait du PVC au mur qui n'était pas très beau à regarder et ça faisait un petit peu kitsch. Là, on a tout changé. En fait, on a tout carrelé. De la baignoire, on n'a rien changé au niveau de la baignoire. On a juste réhabillé. Et le fait de mettre le carrelage, de mettre un meuble vasque moderne, un grand miroir éclairé, et en fait on a vraiment tout repeint, ça fait vraiment une grande différence. On a rajouté aussi un peu de couleur, on a changé la porte, etc. Le sol, donc tout a été changé au niveau de la salle de bain, à part la baignoire. Au niveau du couloir des chambres, là aussi il y avait un gros travail à faire pour rendre la chose beaucoup plus cosy. Et donc ça a commencé par changer le sol, changer les peintures, changer les portes qui étaient vraiment de mauvaise qualité et abîmées. Et on a aussi rajouté de la lumière indirecte et surtout des petits éléments comme le tapis. Donc ça c'est la chambre, le couloir de la chambre. La partie basse, c'est la partie dans laquelle on rentre quand on rentre dans l'appartement. Donc l'escalier est vraiment moderne et vraiment, je dirais, fonctionnel. Maintenant, toute la partie du bas, elle était vraiment un peu limite. Et donc, il a fallu qu'on fasse des petits coffrages. Ici, on voit un coffrage pour cacher le compteur d'eau. Donc là, il était décalé sur la droite. Ici, ça a été décalé sur la droite. Et en fait, tout a été repeint du sol au plafond. Le sol a été changé aussi. On a mis un radiateur et ici c'est un élément qui vient cacher, masquer le ballon d'eau chaude. Et en mettant des éléments comme ça en lumière LED avec des éclairages indirects, ça permet vraiment de rendre l'entrée beaucoup plus cosy, beaucoup plus intéressante. Donc maintenant, si on revient un petit peu sur les chiffres, parce que c'est ça peut-être qui vous intéresse, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Les loyers, vous l'avez vu ici, vous le voyez ici, en fait étaient de 291 au tout départ. On a pu le changer à 298, donc déjà on a fait un petit gain à ce niveau-là. Et avec le temps, en fait, on a revalorisé avec l'IRL, donc l'indice de revalorisation des loyers. Mais on s'est appuyé là-dessus. Et dès 2015, en fait, on pouvait remettre des loyers tout à fait normaux, c'est-à-dire rebasculer à 450 €. Le problème, c'est que une fois qu'un locataire est dedans, qu'il a signé un bail, on ne peut pas forcément changer la donne. Donc on aurait pu le faire en négociant, mais on ne l'a pas fait à ce moment-là. Au niveau des mensualités aussi, on avait un crédit qui était autour de 6%, un peu plus de 6%. En TEG, et ce crédit en fait augmentait avec le temps, c'est-à-dire que les mensualités augmentaient avec le temps et ça aurait été à peu près à 400 € au bout de 20 ans. En 2014, on a renégocié le prêt et ça nous a permis en fait de réduire un petit peu les mensualités. Donc en termes de cash flow brut, c'est tout simplement ce qui sortait de notre trésorerie chaque année. On voit que ça a été assez inégal, tout simplement parce qu'il y a des moments où on faisait des travaux. Donc on a eu des petites dépenses, certains moments qui nous ont permis de défiscaliser. Donc là, cette colonne-là, c'est le cash flow net, c'est-à-dire avec l'intégration des impôts. On voit qu'il y a une année, en 2013, où on a fait des travaux, ça nous a permis de ne pas payer d'impôts du tout. Donc là, la dernière colonne, c'est le cash flow net mensuel, c'est ce qui est sorti de notre poche chaque mois pour chaque année. On voit que c'est à peu près entre 100 et 150 € à peu près par mois que cet appartement nous a coûté. Donc comme je vous l'ai dit, en 2015 c'était les fins de l'engagement ANA et donc c'est la fin du plafonnement des loyers. Et donc le nouveau loyer potentiel à ce moment-là était de 450 €. Et là on a eu un refinancement en 2014 pour un TEG qui est passé de 6,04 à 3,5 à peu près. Donc sur cet appartement qui n'est pas spécialement très rentable,
on a eu un total de dépenses hors impôts de 12 700 € et un total de dépenses avec les impôts inclus de 17 481 €. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir sur ce projet quels ont été les cash flows et surtout quel est le taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, en fait, c'est ici on le voit, en fait, ça va être l'accumulation des cash flows de chaque année. Et là, en fait, c'est négatif, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir moins 900 € pour l'année 2019. On aura moins 1200 à peu près, moins 1500, moins 1500, etc. Et donc là, on va avoir des flux de trésorerie négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, on va sortir de l'argent pour payer les impôts essentiellement. Et un petit peu de delta, de différence en fait entre les loyers qu'on touche et le remboursement de la banque. Et à la fin, en fait, au moment de la vente, on verra le détail du calcul après. Au moment de la vente, en fait, on a 37 000, on récupère 37 285 €. Plus exactement, c'est 39 000 moins ce qu'on a utilisé sur l'année 2020, ce qu'on a payé en impôts. Et là, ça fait tout simplement les cash flows annuels, c'est-à-dire qu'en fait, on va calculer le TRI à partir de ça. Le TRI, en fait, le taux de rendement interne, c'est comme si on avait placé ces montants-là, en fait, dans des comptes épargne, et qu'à la fin, on ait 37 285 € net d'impôts, et on va calculer ce taux. Donc, si on fait le calcul, sur 12 ans, on arrive à un taux de rendement interne de 15%. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si on avait placé l'argent qu'on a dépensé pour les impôts, pour le delta de cash flow, etc. et qu'on l'avait placé à 15% net d'impôts. Donc c'est relativement intéressant. Si on fait maintenant le total des dépenses sur 12 ans, on a dépensé sur ce projet 17 481 €. Donc ça correspond finalement à l'accumulation de tout ça. Et on a récupéré en fait un montant de 39 816 € sur 12 ans. Donc ça fait un rendement de 128% sur 12 ans. Donc ça correspond finalement à ce TRI de 15% par an. Alors maintenant, au niveau des dépenses totales, sur le projet, on a apporté 0 €. On a eu un cash flow brut moyen de moins 89 €. Donc c'est un effort d'épargne qu'on a fait pendant tous les mois pendant 12 ans. Et le cash flow net du projet, donc en tenant compte de la fiscalité, était de moins 121, c'est-à-dire qu'en fait on a fait un effort d'épargne de 121 € chaque mois. Donc on a dépensé 17 480 € à peu près sur 12 ans. Au moment de la revente, on a récupéré 39 000 €, ce qui fait qu'on a un gain net du projet de 22 000 €. Et ça, là où c'est intéressant, c'est que finalement, on a mis 0 € sur le projet et qu'on a dépensé que 120 € par mois pour arriver finalement à un gain de 22 000 € et un capital total qu'on a dans la poche de 39 000 €. Voilà. Donc aussi, je voulais revenir sur le fait qu'au départ, le taux d'emprunt était de 6,04%, ce qui paraît aujourd'hui complètement énorme, et il a été refinancé en 2013 à 3,51. Aujourd'hui, on est sur des taux qui sont extrêmement bas, on est plutôt à 1,50 TEG, on est autour de 1%, 1,2%, ça dépend des dossiers. Maintenant, la vente en fait a été faite donc en 2020. On a réussi à vendre à 85 000 € avec toutes les modifications, tous les travaux qu'on a listés avant, que je vous ai montré. On a acheté ce projet à 43 000 €. Donc si on fait le calcul de tout ce qu'on a dépensé, en fait, au niveau des travaux, on a dépensé 9 053 € pour remettre en état. On a payé à peu près 6 275 € d'impôts sur la plus-value. On a remboursé 29 000 € de capital à la banque. Donc on aurait pu, laisser tourner le projet comme ça. On aurait eu un rendement bien meilleur. Pourquoi ? Parce que en fait, on aurait pu rembourser ces 29 000 € aussi. Donc le total net récupéré à la revente, c'est 39 000 € et le gain net du projet, c'est-à-dire si on enlève les 17 000 € qu'on a mis, finalement le gain net c'est 22 000 € net d'impôts.
Donc ça c'est intéressant. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir que finalement le marché du Maine-et-Loire pendant tout ce temps-là, donc en achetant à 43 000 et en vendant à 85 000, finalement ça fait une hausse de 98%, c'est quasiment x2. Mais si on regarde un peu le marché immobilier moyen du Maine-et-Loire, on voit que pendant la période entre 2009 et 2020, la hausse de l'immobilier en moyenne a été de 13%. Donc si on avait suivi finalement la hausse moyenne, on serait passé de 43 000 à 48 000. Et donc c'est pour ça que quelque part, ce qui compte, c'est de bien comprendre que la rénovation et surtout la mise en valeur fait la différence à la revente. Et en fait, même si on a une hausse très faible de l'immobilier en moyenne, là ici on voit qu'on a encore des projets qui peuvent faire x2 sur cette période. Donc autant dire que l'immobilier n'a quasiment pas bougé, je dirais qu'il a suivi un peu l'inflation, alors que nous sur notre projet, en fait ici on voit qu'on peut trouver des projets qui permettent de faire x2. Et ce x2 en fait il est uniquement dû à la mise en valeur, au fait d'acheter bas au départ, de mettre en valeur et de revendre relativement haut à la fin. Sachant qu'on on reste raisonnable puisqu'on est autour de 1000 euros du mètre carré à 85 000 euros. Donc c'est vraiment pas excessif comme prix. Alors les enseignements de ce projet sont multiples. Le premier, c'est que le gain se fait à l'achat, même pour les rendements moyens. Donc là, on était à un rendement à 6%, 6,7% exactement. Finalement, c'est un rendement qui est relativement faible par rapport à ce projet-là. Mais on voit aussi que la rénovation et la mise en valeur fait toute la différence à la revente. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Enfin, le rendement de l'immobilier est plus important que le rendement de départ. Comme là, en fait, on est parti à 6,7. Le rendement final, une fois qu'on l'a vendu, c'est beaucoup plus important. Donc, il faut bien être conscient que les loyers augmentent, c'est ce qu'on a vu, et encore j'ai pas calculé le rendement avec un loyer à 450 euros. Le prix de l'immobilier augmente et donc le rendement de départ, même si vous êtes sur des rendements à 6, 6,5, 7%, en fait derrière ils vont être beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la différence entre le rendement et le TRI, c'est pas la même chose. Les loyers augmentent avec le temps. On a aussi une revalorisation possible du bien, de la valeur du bien et des loyers. Donc on a tout ça en fait qui vient se greffer sur le projet. L'effet de levier de l'immobilier produit un enrichissement plus important, donc à savoir est-ce que je dois investir, louer pendant tout ce temps-là, ou est-ce que je dois faire de l'achat-revente, ou tout simplement aller sur des produits financiers. La question elle est importante, mais on voit bien que l'effet de levier du crédit ici est très important. Avec 0 € de départ, en fait, à la fin, en fait, on a un projet qui va générer 22 000 euros de gains et surtout 39 000 euros de capital. Donc ça, c'est vraiment très important de le souligner. Et enfin, il existe toujours des opportunités dans les petites villes. Ici, on est sur un petit village, une petite ville de 900 habitants qui fait partie de Chemillé en Anjou, donc c'est plusieurs communes, hein. Et en fait, sur ce village de 900 habitants, il n'y a jamais eu de problème pour louer. On n'est pas très loin des grandes villes, mais on n'est pas non plus tout près. Et en fait, dès le moment où on a de l'espace, comme ici un grand appartement, qu'on a un loyer qui est correct, à 330 €, autant dire que c'était vraiment très correct, même trop. Voilà, même à 420 ou 450 €, ça passait très tranquillement. Et surtout après, dans ces coins-là, il y a très peu finalement, il y a très peu de logements, enfin de concurrence en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors comment j'aurais pu améliorer ce rendement net? Il y a plusieurs façons. J'aurais pu négocier encore plus le net vendeur, sauf que bon, en passant de 69 000 à 43 000, je pense que j'ai déjà pas mal négocié. Après, j'ai pas envie de me transformer en marchand de tapis, et on le voit, ça aurait pas fait une grosse différence de gagner 2-3 000 euros. En fait, à la fin, ça ferait pas une grosse différence. Deuxième chose, j'aurais pu faire les travaux en 2015 et mettre le loyer à 450 €, donc ça aurait augmenté tout de suite le cash flow. J'aurais, au lieu d'être en négatif, j'aurais été en positif
pendant à peu près 5 ans supplémentaires, donc la moitié du temps, forcément ça aurait amélioré ces chiffres-là. J'aurais pu aussi conserver le bien plus longtemps, attendre que le capital se rembourse, voilà, ça aurait été aussi une option. Et enfin, intégrer l'appartement dès le début dans une SCI, ça m'aurait permis de payer beaucoup moins d'impôts, même si j'avais à la sortie un impôt professionnel. Sur 10 ans, en fait, j'aurais pas eu le temps d'amortir tant que ça. Donc en faisant les calculs, je me suis aperçu que le montage en SCI aurait été plus intéressant, mais il aurait fallu l'intégrer dans une SCI que j'ai déjà. Puisque créer une SCI pour un petit appartement de 43 000 €, en fait, les frais de comptabilité sont trop élevés. Donc c'est vraiment la seule contrainte. Donc quand c'est comme ça, pour des appartements de cette taille-là, faut le mettre dans une SCI où il y a d'autres biens. Donc voilà un petit peu ce que j'ai voulu vous montrer dans ce projet. L'objectif de vous montrer les chiffres, de vous montrer le avant-après, c'est de bien comprendre que vous pouvez investir n'importe où en France, dans des petites villes comme ici 900 habitants, mais j'ai énormément de clients qui investissent dans des villes plus petites. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces villes-là, en fait, il y a très peu de biens qualitatifs. C'est essentiellement des résidences principales. Donc en fait, en achetant pour louer dans ces petites villes, en fait, dans ces petits villages, parce que c'est 900 habitants, c'est presque un village, en fait, on va avoir finalement, on va être sur un marché de niche.
Sur ce marché de niche, il y a très peu d'investisseurs. Les gros investisseurs, je dirais ceux qui ont beaucoup de capital ou même les entreprises vont aller sur des marchés comme Lyon, Marseille, Lille, Paris, etc. Et là, il y aura, je dirais, il y a une foule d'offres déjà. Donc, on est vraiment en concurrence avec tout le monde. Le fait d'investir dans des petites villes de province, non seulement on va acheter pas cher, mais en plus, on va, je dirais, on va pouvoir trouver des pépites. Et trouver des pépites comme ici, un projet à 500 € du mètre carré, qui était louable en l'état, même si c'était pas parfait, c'est vraiment déjà un très bon démarrage. Et surtout, on est sur des montants qui sont très faibles, donc on peut quasiment acheter cash, 43 000 €. Il y a énormément de gens qui ont plus que ça, et donc ça permet d'investir. Voilà. Donc il y a toujours des moyens d'améliorer tout ça, comme je vous l'ai montré. Le fait, par exemple, de pouvoir faire tout ça en SCI, c'est un avantage. Parce que là, finalement, au bout de 10 ans, on n'a pas amorti suffisamment pour pouvoir payer des gros impôts au niveau de la plus-value. Il y a d'autres avantages aussi, c'est qu'en fait, en faisant des appartements coup de cœur dans des zones où finalement il y a très peu d'offres, ça peut être très intéressant et à la location et comme ici à la revente. Et enfin, l'objectif aussi, c'est de mettre un pied à l'étrier, de diversifier un petit peu. Pourquoi investir systématiquement que dans les grandes villes? On voit aujourd'hui qu'il existe ce qu'on appelle un exode urbain, et cet exode urbain fait que finalement pas mal de couples, de jeunes couples essentiellement, ou même de retraités, vont quitter les grandes villes parce qu'ils ont finalement ils peuvent plus acheter, et donc vont aller plutôt dans les villes de taille moyenne ou les plus petites villes. Là où il y a du boulot, là où il y a une stabilité au niveau des entreprises, là où il n'y a pas trop de turnover, et surtout là où il y a une qualité de vie. Donc on voit ce phénomène qui est finalement l'inverse de l'exode rural qu'on a connu dans les années 60-70, finalement où tout le monde allait à la ville. Là en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent un petit peu dans leur ville d'origine, qui reviennent à une vie un peu plus saine, et ça va avoir un impact quand vous achetez dans des villes qui sont pas trop éloignées des grandes villes, mais où il fait bon vivre, où l'immobilier est 2 à 3 fois moins cher que dans la grande ville qui a 15-20 minutes. Donc il y a vraiment j'ai voulu vous montrer avec ce projet que finalement, même si on a un rendement qui est relativement faible, on va y gagner d'autres manières. On y gagne à faire finalement un delta, je dirais, important au moment de la revente, mais aussi on y gagne parce que avec le temps, en fait, en rénovant ces appartements, on va vous trouver finalement des locataires qui sont très intéressants. Donc voilà un petit peu. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation gratuite, et donc ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment on peut investir dans des villes comme ça, donc des villes de 900, de 2000, 5000, 10 000 habitants. Pourquoi on le fait et quels sont les avantages finalement à investir dans ces villes-là. Et là, c'est ces marchés de niche, mais qui sont très sains et où il n'y a finalement pas de problème. Donc voilà un petit peu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.